Les bunkers secrets nazis découverts à travers l'Europe témoignent de manière glaçante des ambitions militaires d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Étonnamment nombre de ces imposantes forteresses de béton sont restées cachées pendant des décennies après la fin du conflit. Il s'agit de structures extrêmement bien dissimulées, presque parfaitement conservées, restées cachées pendant des décennies, certaines profondément enfouies sous terre, d'autres englouties par d'épaisses forêts des montagnes enneigées, ou même sous des villes modernes. Alors, installez-vous confortablement, prenez un verre et surtout ne clignez pas des yeux. Suivez-nous à la découverte des 15 bunkers secrets fascistes allemands les plus récemment découverts. Ce qu'ils recelaient vous laissera sans voix. Numéro 15, la forteresse de Mimoyekes en France. Nichée dans le nord de la France près de la Manche, la forteresse de Mimoyekes représente l'un des projets d'armement secret les plus audacieux du Troisième Reich. Nom de code Boverhaben 711. Projet de construction 711. Cet immense complexe souterrain a été conçu dans un but terrifiant. La forteresse fut construite pour abriter le canon V3 Vergeltungswaffen 3 de Hitler, un super canon révolutionnaire conçu pour raser la capitale britannique. Le projet initial ambitieux prévoyait 50 canons tirant simultanément, pouvant potentiellement lancer jusqu'à 3000 obus par jour sur Londres. Même après une réduction de leur ampleur, les plans révisés auraient permis à 25 canons de bombarder Londres à raison de 600 obus par heure. La construction commença en septembre 1943 dans le plus grand secret. Les ingénieurs choisirent le site précisément pour ses avantages stratégiques. Situé à 8 km à l'intérieur des terres, il était à l'abri des attaques de la Royal Navy. Sa proximité avec une voie ferrée facilitait le transport des matériaux et la présence d'une solide couche de craie lui assurait une grande stabilité. Le complexe souterrain comprenait 2 tunnels ferroviaires de 600 mètres de long, enfouis à 30 mètres de profondeur. Au-dessus, 5 puits inclinés massifs formant un angle de 50 degrés devaient abriter les canons. La main-d'œuvre comprenait plus de 5000 ouvriers, dont des ingénieurs allemands, des mineurs de la Ruhr et des prisonniers soviétiques réduits en esclavage, travaillant par roulement de 12 heures. Les services de renseignement alliés ont d'abord identifié par erreur le site comme une base de fusées V-2. Néanmoins, entre novembre 1943 et août 1944, les bombardiers alliés ont largué plus de 4,2 tonnes d'explosifs sur le complexe. L'attaque décisive a eu lieu le 6 juillet 1944 lorsque le 617e escadron de la RAF, les Dam Busters, a déployé 16 bombes antisismiques Tallboy de 5,443 kg ou 12 000 livres. Celles-ci ont pénétré profondément sous terre, provoquant des effondrements de tunnels et des inondations catastrophiques. Les forces canadiennes se sont emparées de la forteresse abandonnée le 5 septembre 1944 sans rencontrer de résistance. Par la suite, Winston Churchill a ordonné sa démolition complète en mai 1925 à l'aide de 36 tonnes de TNT, considérant cette attaque comme la plus dévastatrice de toutes. Aujourd'hui, ce complexe partiellement préservé abrite un musée présentant des monuments commémoratifs aux aviateurs alliés et aux travailleurs forcés qui y ont péri. Ces bunkers n'étaient pas de simples abris. Ils faisaient une partie d'un ensemble bien plus vaste. Mais pourquoi les nazis ont-ils déployé tant d'efforts pour les dissimuler? Et comment se fait-il qu'on les découvre encore aujourd'hui, près d'un siècle plus tard? Certains étaient rongés par la rouille et les décombres d'autres recelaient des découvertes stupéfiantes. Alors, ouvrez grand les yeux et surtout ne sautez pas d'étape. Le bunker numéro 1 vous donnera la chair de poule, c'est garanti. Numéro 14. Batterie de Mazy-France. À quelques encablures des plages du débarquement normand se trouve l'une des installations secrètes fascistes allemandes les plus remarquables redécouvertes ces dernières décennies. La batterie de Mazy est restée enfouie et oubliée pendant plus de 60 ans, jusqu'à ce que l'historien amateur britannique Gary Stern fasse une découverte extraordinaire en 2004. La découverte de Stern a commencé par la trouvaille fortuite d'une carte dessinée à la main dans la poche d'uniforme d'un vétéran américain, indiquant une zone de forte résistance près du Grand Camp Mazy. Après avoir localisé les premières entrées des bunkers dissimulés sous une végétation dense, Stern acquit le site de 44 hectares auprès de 27 propriétaires fonciers différents. Les fouilles commencées en septembre 2005 révélèrent un vaste complexe qui avait complètement disparu des archives historiques.
De nouvelles fouilles menées en 2008 mirent au jour d'autres bunkers restés intacts depuis 1945, renfermant des artefacts remarquables, notamment des casques de fascistes allemands, des masques à gaz, des munitions et des traces de possibles combats. Les chercheurs utilisèrent la technologie LIDAR pour étudier le site en détail, révélant des marques de brûlure sur les plafonds des bunkers, suggérant des combats lors de la prise du site. La batterie comprenait deux positions défensives principales, la WN-83, les perruques équipées de ciseaux obusiers français de 155 mm et la WN-4, la martinière dotée de 4 canons de 100 mm. L'ensemble du complexe comprenait 14 canons massifs, dont des obusiers de 100 mm capables de tirer sur les plages d'Utah et d'Omaha. Véritable petite ville souterraine, l'installation comportait plus de 3 km de tranchées reliant de nombreuses structures, notamment des bunkers pour le personnel, un centre de contrôle radar anti-aérien, un dépôt de munitions, un hôpital et des logements pour les officiers. La batterie était stratégiquement positionnée en contrebas du niveau du sol sur un terrain en pente douce. De ce fait, la batterie Masi était pratiquement invisible aux reconnaissances alliées. Curieusement, malgré d'importants bombardements avant le débarquement, elle resta opérationnelle tout au long du jour J, continuant de pilonner les plages d'Utah et d'Omaha pendant 3 jours après le débarquement. Cet oubli s'explique principalement par le fait que les services de renseignement alliés concentrèrent leur attention sur la pointe du Hoc située à proximité, tandis que les Allemands avaient construit Masi dans le plus grand secret. Finalement, les Rangers américains lancèrent un assaut le 9 juin 1944. Des éléments du 5e bataillon de Rangers s'engagèrent dans une bataille de 5 heures marquée par d'intenses combats rapprochés. L'assaut fit 18 victimes américaines avant la prise de la position. Lors de la prise de celle-ci, les Rangers découvrirent plus de 180 tonnes de munitions stockées dans l'installation, de quoi soutenir des semaines de bombardements supplémentaires. Numéro 13. Bunker secret nazi au Danemark. Le littoral danois abrite certaines des fortifications fascistes allemandes les mieux conservées d'Europe, avec environ 7000 bunkers construits le long de sa côte ouest dans le cadre du mur de l'Atlantique de Hitler. Ces imposantes structures en béton construites entre 1940 et 1945 représentent le plus grand chantier de l'histoire du Danemark, pour un coût équivalent à 300-400 milliards de couronnes actuelles. En 2008, de violents stoppages sur la plage de Hovig au Danemark ont mis au jour un véritable trésor historique. Les vagues ont emporté les dunes de sable, révélant 4 bunkers fascistes allemands entièrement meublés et restés intacts depuis ce 45. Tommy Casso, passionné d'histoire locale, fut parmi les premiers à explorer ces capsules temporelles après leur découverte par 2 garçons de 9 ans. À l'intérieur, les archéologues ont trouvé une collection étonnante d'objets personnels, de pipes à tabac, de bouteilles de schnapsa, moitié vides d'uniformes militaires, de timbres à l'effigie de Hitler, de flacons de médicaments et de matériel de communication. Bent Antonissen, expert danois en bunkers européens, a qualifié cette découverte d'unique en Europe. Comme l'a fait remarquer un archéologue, c'était comme pénétrer au cœur d'une pyramide entourée de momies. Par la suite, des efforts de conservation ont été immédiatement entrepris, les artefacts étant transférés au centre de conservation du musée du Dieu du pétrole. La nécessité de préserver ces objets est devenue urgente, des tentatives d'effraction ayant eu lieu quelques jours seulement après la découverte. Outre ces bunkers nouvellement découverts, le Danemark en a transformé plusieurs autres en musées. Le bunker Tirpitz à Blåvand, qui faisait autrefois partie du mur de l'Atlantique d'Hitler, a rouvert ses portes en 2017 sous le nom de Musée du bunker de Blåvand et prévoit d'attirer environ 100 000 visiteurs par an. De même, la batterie du fort de Bangsbo à Frederikshavn est désormais un musée présentant des canons navals allemands de 100 mm d'origine installés en 1944. Le musée des bunkers de Hirtshals offre aux visiteurs l'accès à 54 bunkers fouillés et reliés par 5 km de tranchées. L'opinion publique a réagi de manière mitigée à ces découvertes. Certains Danois, comme Ola Becker, dont le grand-père a participé à la résistance, ont comparé cette découverte au tombeau de Toutankhamon, arguant que la préservation honore la vérité historique. Cependant, d'autres ont exprimé leur dégoût, notamment Mogens Koch Hansen, un habitant du coin qui a écrit que tout devrait être détruit. La rédaction du journal Dagbladet Ringkøbing-Skjern a soutenu leur préservation, affirmant qu'ils font partie de notre histoire européenne commune.
Selon Kim Clausen, conservatrice du musée bien que ne datant pas de l'âge du bronze, ces vestiges sont d'une authenticité remarquable et nous renseignent beaucoup sur la vie dans ces bunkers. Aujourd'hui, ces structures controversées sont devenues des destinations touristiques populaires attirant des milliers de visiteurs de Danemark et d'Allemagne voisine. Numéro 12. La tanière du loup Pologne. Cachée au cœur des forêts du Missouri polonais, la tanière du loup Wolfschanz a servi de quartier général principal à Hitler sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette imposante forteresse de béton est devenue l'une des installations militaires les plus secrètes et stratégiques du Troisième Reich. Situé près de la ville de Kontrum, dans le nord-est de la Pologne, le complexe de la tanière du loup s'étendait sur 250 hectares de forêt dense, un emplacement délibérément choisi pour son isolement et son camouflage naturel. La construction commença en 1940 et finit par comprendre 200 bâtiments, dont des bunkers, des casernes et des installations de soutien. Hitler passa plus de 800 jours dans ce complexe fortifié entre 1941 et 1944, dirigeant les opérations militaires, entouré de ses plus proches conseillers et de son personnel de sécurité. Les murs des bunkers atteignaient une épaisseur impressionnante de 8 mètres, par endroits conçus pour résister à d'éventuels bombardements aériens. Le 20 juillet 1944, la tanière du loup fut le théâtre de la plus célèbre tentative d'assassinat contre Hitler. Le colonel Klaus von Stauffenberg, participant à une réunion militaire, plaça une mallette contenant des explosifs sous une table de conférence. L'explosion tua 4 hommes, mais Hitler survécut avec des blessures légères, grâce à un déplacement involontaire de la mallette derrière un pied de table en chêne massif. Cet attentat manqué connu sous le nom d'opération Valkyrie entraîna de brutales représailles. La Gestapo arrêta plus de 7000 personnes. Les autorités allemandes ont tenté d'appréhender les forces fascistes et ont finalement exécuté près de 5000 conspirateurs présumés. Von Stauffenberg lui-même a été fusillé à Berlin quelques heures seulement après la tentative. En 2015, des ouvriers du bâtiment ont fait une macabre découverte près du complexe de la tanière du loup des restes humains que les archéologues ont par la suite identifiés comme appartenant à un ancien prisonnier de camp de concentration. Des fouilles plus poussées ont révélé que cet individu faisait probablement partie des bataillons de travail forcé enrôlés pour construire ou entretenir cette imposante fortification. Aujourd'hui, la tanière du loup attire près de 300 000 visiteurs par an qui déambulent parmi les ruines partiellement démolies, offrant un aperçu saisissant du centre névralgique des opérations militaires des fascistes allemands sur le front de l'Est. Numéro 11. Bunker à sous-marin Elbe du Allemagne. Situé à Wochenhafen à Hambourg sur la rive sud de l'Elbe, le bunker à sous-marin Elbe II est l'une des installations sous-marines les plus fascinantes construites pendant la Seconde Guerre mondiale. Construite en 1941 avec 50 000 mètres cubes de béton, cette structure massive était conçue pour protéger la flotte de sous-marins de pointe allemande. Le 11 novembre 1945, 6 mois après la capitulation de l'Allemagne, les ingénieurs royaux britanniques procédèrent à la démolition contrôlée de l'Elba II à l'aide de 32 tonnes d'explosifs. La puissante détonation provoqua l'effondrement du mur de séparation centrale du bunker, entraînant la rupture catastrophique du toit. Cette destruction intentionnelle scella le sort des sous-marins qui l'abritaient, créant ainsi une capsule temporelle involontaire témoignant de la technologie navale des fascistes allemands. Malgré ces graves dommages, la structure se révéla remarquablement résistante, à tel point que des tentatives de démolition ultérieures en 2001 à l'aide de 150 kg de dynamite n'eurent que peu d'effet sur les vestiges de la fortification. Les sous-marins enfouis restèrent pratiquement oubliés jusqu'en 1945, date à laquelle les chercheurs Jack P. Malmann-Schoel, Wolfgang Hirschfeld et Walter Klutz les redécouvrirent. Leurs recherches permirent de réaliser des photographies exceptionnelles documentant l'état des sous-marins après 4 décennies sous l'eau. Suite à cette redécouverte, le site devint la cible de chasseurs de souvenirs qui creusaient parfois pour ouvrir des trappes et récupérer des artefacts. Finalement, dans les années 1990, les autorités allemandes comblèrent le bunker de gravier et de béton, transformant l'endroit en parking. Aujourd'hui, ces navires de guerre jadis redoutables reposent sous le port franc de Hambourg, totalement inaccessible et nécessitant la présentation d'un passeport pour visiter ne serait-ce que la surface. Des tunnels cachés aux objets étranges, personne ne peut les expliquer. Chacun raconte une histoire qu'on n'a jamais apprise en cours d'histoire. Et attendez de voir le bunker numéro 5. C'est comme plonger directement dans un instant figé du passé.
Restez avec nous car le dernier pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir dans votre jeunesse. Numéro 10. Tunnel de Holgungs-en-Lac, Jersey. Comptant parmi les fortifications les plus vastes des îles anglo-normandes, occuper les tunnels de Holgungs-en-Lac à Jersey constitue un chapitre particulièrement sombre du génie militaire allemand. Leur nom, qui signifie littéralement installation de passage souterrain, s'applique exclusivement au complexe de tunnels des îles anglo-normandes à l'intérieur du mur de l'Atlantique. Commencé en 1941, le complexe de tunnels de Jersey désigné OT était principalement conçu comme un abri souterrain pour les troupes allemandes contre d'éventuels raids aériens alliés. Creusé à 50 mètres de profondeur et s'enfonçant sur 300 mètres dans la colline, ces tunnels faisaient une partie d'un réseau ambitieux qui a mobilisé des ressources considérables. Notamment en 1944, les tunnels des îles anglo-normandes avaient nécessité l'extraction de 244 000 mètres cubes de roches, soit bien plus que l'ensemble du mur de l'Atlantique de la Norvège à l'Espagne, 225 000 mètres cubes. La construction a largement eu recours au travail forcé, employant plus de 5 000 ouvriers venus de toute l'Europe, notamment des Russes, des Polonais, des Français et des républicains espagnols. Ces travailleurs enduraient des journées de travail brutales de 12 heures, utilisant des outils rudimentaires dans des conditions dangereuses. Le traitement variait selon la nationalité. Les prisonniers russes et ukrainiens étaient soumis à des conditions particulièrement difficiles et beaucoup mouraient de malnutrition, de maladies et d'épuisement. Face à l'intensification de la menace d'invasion alliée en 1943, le commandement allemand transforma le site de Hoate en poste de secours et en hôpital d'urgence. Après la libération en mai 1945, les forces britanniques ouvrirent des tunnels au public en juillet 1946. Suite à une décision de justice de 1961, attribuant la propriété du site à des propriétaires fonciers privés, le complexe fut aménagé en tunnels de guerre de Jersey, abritant l'exposition permanente Captive Island, qui retrace la vie quotidienne pendant l'occupation. Les visiteurs d'aujourd'hui y vivent une expérience immersive et stimulante à travers des expositions interactives sur les dilemmes des insulaires, leurs efforts de résistance et leurs luttes quotidiennes. Le musée préserve le bloc opératoire et les salles d'hospitalisation d'origine, tout en présentant des véhicules militaires, dont des répliques de chars allemands. De plus, l'exposition consacrée au tunnel inachevé utilise des projections holographiques pour illustrer les conditions de travail difficiles endurées par les travailleurs forcés. Numéro 9. Weingut en Allemagne. Dans les forêts près de Mühldorf-Emmen en Bavière, le Troisième Reich a entrepris en 1944 la construction d'une usine souterraine remarquablement unique, nom de code Weingut im Vignoble Weinmüller. Cette structure massive représentait une tentative désespérée de protéger la production d'armement de pointe de l'Allemagne face à l'intensification des bombardements alliés. Contrairement aux bunkers souterrains classiques, Weingut a fait appel à une méthode de construction novatrice. Dans un premier temps, les ouvriers ont créé d'énormes monticules de gravier sur lesquels ils ont coulé du béton armé sur une épaisseur de 3 mètres. Ceci a permis de créer d'imposantes arches en béton de 85 mètres de large et d'une hauteur intérieure de 32,2 mètres. Après le durcissement du béton, le gravier sous-jacent a été excavé par un tunnel d'extraction spécialement conçu. Cette approche technique a permis de se passer des échafaudages en bois traditionnels et d'accélérer la construction. La main-d'œuvre employée pour ce projet colossal révèle les aspects les plus sombres de l'Allemagne fasciste. Sur les quelques 10 000 ouvriers présents sur le site 8500, étaient des travailleurs forcés, principalement des détenus juifs des camps de concentration et des prisonniers de guerre soviétiques. Tragiquement, plus de 3 000 travailleurs forcés périrent d'épuisement, de famine et de brutalité commises dans le cadre de la construction. Ceux qui étaient trop faibles pour continuer étaient souvent déportés à Auschwitz. Malgré ce coût humain exorbitant, le Weingut ne remplit jamais sa fonction. En avril 1945, à l'approche des forces américaines, seules 7 des 12 arches en béton prévues étaient achevées. L'usine souterraine de 9 étages destinée à produire les moteurs à réaction Messerschmitt Me-262 ne devint jamais opérationnelle. Après la guerre, les forces américaines découvrirent la structure inachevée, les grues de chantier étant encore en place. En 1947, des ingénieurs militaires américains testèrent la résistance du bunker en faisant exploser 6 des 7 arches achevées. Aujourd'hui, seule une arche de béton subsistait, témoin silencieux des milliers de victimes de sa construction. Numéro 8.
Blockhaus de Perlec, France. Dominant les forêts du nord de la France, le Blockhaus de Perlec se dresse comme un colosse de béton, imposant l'un des bunkers les plus massifs du mur de l'Atlantique. Cette fortification colossale située près de Saint-Omer fut construite dans un but terrifiant qui aurait pu changer le cours de la Seconde Guerre mondiale. Sa construction débuta en mars 1943. Cette forteresse de béton massif fut conçue principalement comme la première installation mondiale d'assemblage de stockage et de lancement de fusées V2. Les dimensions immenses de la structure reflètent son ambition, avec des murs atteignant 5 mètres d'épaisseur et une hauteur sous plafond de 28 mètres. Au fil du temps, sa construction a consommé environ 150 000 mètres cubes de béton. Les dirigeants allemands considéraient cette installation comme cruciale pour leur programme d'armes de représailles, les Vergeltungswaffen, visant Londres situé à seulement 188 km. Au fur et à mesure de la construction, les services de reconnaissance alliés repérèrent l'installation déclenchant l'opération Crossbow, une campagne de bombardement massif contre le 5e site d'armement de Hitler. Le 27 août 1943, 187 bombardiers B-17 larguèrent 368 tonnes de bombes sur le site. Ces bombardements se révélèrent d'une efficacité remarquable, endommageant la structure de manière irréparable et forçant les Allemands à abandonner leur projet de lancement de fusées depuis ce lieu. Par conséquent, l'installation ne tira jamais une seule fusée V2 opérationnelle vers la Grande-Bretagne. Aujourd'hui, le Blockhaus de Perlec témoigne de manière poignante des ambitions militaires des fascistes allemands et de la détermination des Alliés à les contrer. En effet, le gouvernement français l'a classé monument historique en 1985. Les visiteurs peuvent explorer des salles d'exposition abritant de rares composants de fusées V1 et V, ainsi que des panneaux expliquant le lien du site avec le travail forcé dans les camps de concentration. De plus, le site attire environ 50 000 visiteurs par an qui parcourent les parties préservées, notamment l'immense hall principal et les passages souterrains. La façade nord-ouest porte encore des traces de bombardement témoignant de la précision des bombardements alliés qui ont finalement contribué à empêcher cette structure menaçante d'atteindre son objectif. Numéro 7. BWT Bergkristall, Autriche, dissimulé sous la ville autrichienne de Jorchen an der Gusen, l'usine BWT Bergkristall s'est révélée être l'un des complexes de production souterrains les plus sophistiqués du Troisième Reich. Officiellement créée en mars 1944, cette vaste installation souterraine s'étendait sur 5 000 mètres carrés de tunnels étanches au gaz et à l'épreuve des bombes traversant la campagne autrichienne. Conçue principalement pour l'assemblage du chasseur à réaction révolutionnaire Messerschmitt 262, l'usine BWT de Bergkristall représentait une tentative désespérée de protéger la production d'avions essentiels des bombardements alliés de plus en plus intenses. Sa production remarquable atteignait environ 450 fuselages d'avions à réaction entièrement équipés par mois dès avril 1945. Durant toute sa période d'activité, les services de renseignement alliés ont confirmé que 987 avions à réaction étaient sortis des chaînes de production avant la fin de la guerre. Le processus de production consistait à assembler les fuselages et les ailes à Bergkristall avant de les transporter par voie ferrée de nuit vers différents sites du sud de l'Allemagne et de Bohême pour l'assemblage final. La sécurité entourant l'opération était extrêmement stricte. Même les employés civils allemands n'étaient pas autorisés à révéler la ville où ils travaillaient. Les conditions de vie des ouvriers à Bergkristall étaient d'une brutalité inimaginable. Environ 10 000 travailleurs forcés peinaient dans les tunnels suffisants à la construction et 300 à la production. Ces prisonniers provenaient principalement du complexe concentrationnaire voisin de Mauthausen-Gusen et beaucoup avaient été sélectionnés pour leurs compétences techniques en physique, chimie ou ingénierie. Les prisonniers juifs subissaient des traitements particulièrement horribles, ne survivant souvent que quelques jours dans ce que les détenus appelaient l'enfer des enfers. En effet, ceux affectés à la construction des tunnels avaient une durée de vie moyenne de seulement 4 mois. Les ouvriers travaillaient par roulement de 14 heures dans des tunnels remplis d'une poussière épaisse, nécessitant des lampes frontales pour s'y voir, ce qui entraînait environ 100 décès par jour. Les conditions d'hébergement étaient tout aussi meurtrières. Les prisonniers manquaient fréquemment d'abris, de nourriture, de vêtements et d'eau potable. Le 5 mai 1945, des éléments du 41e escadron de reconnaissance de cavalerie de la 11e division blindée américaine libérèrent le site.
Le sergent-chef Al Kochok et 23 hommes de la 1 section de la troupe D découvrirent que l'installation était achevée à environ 85% et pleinement opérationnelle. Par la suite, les forces américaines ont minutieusement inspecté le site stratégique et retiré les composants essentiels des machines jusqu'à la fin juillet 1945. Une fois que les Soviétiques ont pris le contrôle de la zone conformément aux accords d'occupation d'après-guerre, ils ont démantelé tout l'équipement restant et finalement détruit des sections clés du réseau de tunnels en novembre 1947 afin d'empêcher tout transfert de connaissances. Numéro 6. Camp de Mittelbau, Dora Alming. Initialement établi comme un sous-camp du camp de concentration de Buchenwald, Mittelbau-Dora est devenu l'un des centres de production d'armes souterrains les plus meurtriers du Troisième Reich. Après la destruction du centre de recherche de Peenemünde par les bombardements alliés le 18 août 1943, les autorités fascistes allemandes ont transféré la production de leurs fusées V2 dans un réseau de tunnels du mont Konstein près de Nordhausen en Thuringe. Ce dépôt souterrain de carburant construit pour la Wehrmacht à partir de 1936 allait bientôt devenir synonyme de souffrance sans précédent. Dans le vaste réseau de tunnels de la montagne, les prisonniers ont été contraints d'agrandir le complexe souterrain pour la construction des armes de représailles de Hitler. À l'automne 1944, l'usine atteignit sa pleine capacité de production. Le camp de concentration de Dora-Mittelbau pouvait accueillir au moins 12 000 détenus. L'usine souterraine fabriquait principalement des missiles balistiques V2 et des bombes volantes V1. La production augmenta rapidement, passant de seulement 3 fusées toutes défectueuses en janvier 1944 à 400 par mois en mai, pour finalement se maintenir à 600 unités mensuelles jusqu'en février 1945. Le 8 septembre 1944, le premier V2 construit à Mittelbau fut lancé avec succès sur Londres. Les prisonniers vivaient initialement entièrement dans les tunnels instables, privés de lumière du jour et d'air frais pendant des mois. Plusieurs milliers d'entre eux s'entassaient dans des lits superposés en bois de fortune, à 4 niveaux aménagés dans les tunnels dortoirs d'anciennes cellules latérales, où les conditions d'hygiène étaient catastrophiques. Le taux de mortalité à Dora-Mittelbau dépassait celui de la plupart des autres camps de concentration. Environ 60 000 prisonniers transitèrent par le système de Mittelbau et au moins 20 000 moururent sur place ou après leur transfert vers d'autres camps. Certains prisonniers ont risqué leur vie en se livrant à des actes de sabotage. Plus de 200 ont été pendus publiquement pour ces crimes. Il ne s'agit pas de simples caisses ou de ruines poussiéreuses. Certains de ces bunkers nazis ont dissimulé des secrets pendant plus de 70 ans. Mais pourquoi ont-ils été construits si loin des regards? Et qui a-t-on découvert qui a laissé même les experts sans voix? Restez avec nous, car le bunker numéro 2 est si sinistre que même les habitants du coin n'osent pas s'en approcher. Numéro 5, France. Stratégiquement positionnée sur la côte française près du cap Grisnay, la batterie Todd constituait l'un des éléments les plus redoutables du mur de l'Atlantique de Hitler. Nommée en hommage à Fritz Todd, l'ingénieur allemand décédé dans un accident d'avion, cette impressionnante installation d'artillerie joua un rôle crucial dans la menace transmanche que représentèrent les fascistes allemands pour la Grande-Bretagne. La puissance offensive de la batterie reposait sur 4 canons Krupp de 300 mm, 15 pouces, chacun protégé par des bunkers en béton armé. Avec une portée impressionnante de 55,7 km 34,6 miles, ces canons pouvaient facilement atteindre les côtes anglaises. Elle tira son premier obus le 20 janvier 1942, bien qu'elle ait été officiellement inaugurée en février, en présence des amiraux Karl Dönitz et Erich Raeder. Durant toute sa période opérationnelle, les canons provoquèrent 3159 alertes, 216 décès de civils et endommagèrent de 10,6 bâtiments à Douvres. Étonnamment, malgré les bombardements fréquents des convois côtiers lents, aucun navire ne fut touché par les tirs de la batterie. Le 29 septembre 1944, dans le cadre de l'opération Undergo, la 3e division d'infanterie canadienne lança son assaut contre l'imposante fortification. À 6h35, l'artillerie alliée ouvrit le feu suivi 10 minutes plus tard par l'infanterie progressant derrière un barrage roulant. Cette attaque survint après les bombardements de la RAF les 26 et 28 septembre qui larguèrent du 845 tonnes d'explosifs sur la région. Les North Nova Scotia Highlanders rencontrèrent une résistance minimale et atteignirent les casemates sans difficulté majeure.
En milieu de matinée, les artilleurs allemands se rendirent et des drapeaux blancs apparurent dans tout le complexe. En 1972, après 3 années de restauration minutieuse, le musée du mur de l'Atlantique ouvrit ses portes à l'intérieur de la casemate primaire. Le musée abrite des milliers d'objets dont des armes, des uniformes et du matériel militaire. À l'extérieur se dresse un remarquable canon ferroviaire allemand K5, l'un des 2 seuls exemplaires subsistant au monde, avec son impressionnant tube de 25 mètres, capable de tirer des obus de 240 kg à près de 65 km. Actuellement, les 4 casemates d'origine sont encore visibles sur des terrains privés, la casemate 3 étant partiellement détruite suite à une explosion accidentelle en 1945. Numéro 4, Bunker Syracuse 5, France nomme de code Wasserwerk. Saint Paul Station de traitement des gazeux de Saint-Paul l'imposant. Bunker Syracuse 5-1 est l'un des sites militaires fascistes allemands les plus bombardés d'Europe. Cette structure colossale du nord de la France a été conçue comme une base de lancement fortifiée pour les bombes volantes V1 visant Londres. Sa construction a débuté en septembre 1943 sur un terrain élevé à environ 1 km au nord de la route Hesden-Saint-Paul. Les Allemands employèrent une technique de construction novatrice appelée Verbunkerung. Les ingénieurs commencèrent par construire le toit à même le sol, puis creusèrent dessous à l'abri des bombardements alliés pour créer le reste de l'installation. Les bunkers auraient été reliés à la ligne de chemin de fer principale reliant Saint-Paul à Abbeville, permettant ainsi aux trains transportant des V1 d'y accéder. À l'intérieur, une capacité de stockage pouvait accueillir 150 missiles avec une rampe de lancement orientée vers l'Angleterre. Finalement, aucun V1 ne fut tiré depuis ce bunker. Lorsque la construction fut abandonnée en avril 1944, l'extérieur était presque achevé, mais les travaux d'excavation intérieure avaient à peine commencé. Après la guerre, les autorités renoncèrent rapidement au plan de démolition. Au lieu de cela, 80 prisonniers de guerre allemands démontèrent la rampe de lancement orientée vers l'Angleterre et remblayèrent partiellement l'intérieur du bunker. Aujourd'hui, l'imposante masse de béton reste visible depuis les routes avoisinantes, témoignant à la fois de l'ambition militaire des fascistes allemands et de la détermination des Alliés à la neutraliser. L'édifice se trouve sur un terrain privé et demeure inaccessible au public. Néanmoins, il représente l'un des sites de lancement de V2 les plus impressionnants visuellement du nord de la France. Numéro 3, la Coupole France. Sous un immense dôme de béton dans le nord de la France se cache un gigantesque complexe souterrain qui constitue l'un des vestiges les plus impressionnants de la Seconde Guerre mondiale en Europe. La coupole, située à 5 km de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, a été construite par l'Allemagne nazie entre 1943 et 1944 comme base de lancement pour les fusées V2 destinées à Londres. L'installation initialement nommée Beverhaven 21, projet de construction 21, comprenait un dôme massif en béton de 70 mètres de diamètre et de 5 mètres d'épaisseur. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie protégeait un réseau de tunnels abritant des zones de stockage, des installations de lancement et des logements pour le personnel. Les ingénieurs ont conçu le complexe pour stocker 500 fusées V2 et potentiellement en lancer des dizaines par jour sur Londres et le sud de l'Angleterre. Initialement, les autorités avaient prévu environ 2 km de galeries souterraines avec un objectif ambitieux de 7 km afin d'assurer l'autosuffisance grâce à des générateurs des bureaux et même un hôpital. Dans un premier temps, les ouvriers ont construit le dôme sur le plateau avant de creuser en dessous, une technique qui privilégiait la protection contre les bombardements alliés. Les services de reconnaissance alliés ont repéré des travaux de construction à Wyss. La coupole de la coupole fut détruite à la mi-août 1943 lorsque les Allemands commencèrent à y installer de vastes voies ferrées de garage. Au cours des mois suivants, les forces alliées menèrent 16 raids aériens distincts impliquant 811 bombardiers qui larguèrent environ 460 tonnes de bombes. Aujourd'hui, la coupole est un remarquable centre historique et planétarium qui attire des visiteurs du monde entier. Le musée ouvert en mai 1997 présente des expositions en 4 langues français, anglais, néerlandais et allemand. Les visiteurs y accèdent par le tunnel Ida avant de prendre un ascenseur pour rejoindre l'espace d'exposition principal sous le dôme. Numéro 2, projet Risé, Pologne. Sous les monts des Hiboux en Pologne se cache le gigantesque projet Risé, l'un des projets de construction les plus mystérieux et ambitieux de Hitler pendant la guerre. Entre 1943 et 1945, le régime fasciste allemand
creusa un vaste réseau de tunnels souterrains sur le territoire, alors allemand, créant un complexe souterrain qui reste encore aujourd'hui entouré de mystères. Cette construction colossale comprenait 7 structures souterraines dans la région des monts des Hiboux et sous le château de Xionge. Les ouvriers ont creusé environ 9 kilomètres de tunnels dans la roche, créant un espace souterrain de 25 000 mètres carrés, soit un volume de 100 000 mètres cubes. L'ampleur du projet était indéniablement impressionnante, pourtant il n'a été achevé qu'à 11% avant d'être abandonné. Sa fonction exacte reste controversée parmi les historiens. La documentation originale semble avoir été délibérément détruite, donnant lieu à de nombreuses théories. Certains éléments, notamment les mémoires de responsables fascistes allemands, dont Albert Speer, suggèrent qu'il aurait servi de quartier général à Hitler. D'autres avancent qu'il était destiné à la production d'armements souterrains. Numéro 1. Führerbunker Berlin. Situé sous le jardin de la chancellerie du Reich à Berlin, le Führerbunker est servi de dernier quartier général à Adolf Hitler, le dernier d'une série de quartiers généraux utilisés par le Führer durant la Seconde Guerre mondiale. Contrairement aux autres bunkers fascistes allemands conçus pour les opérations militaires, ce complexe souterrain devint le théâtre du dernier chapitre du Troisième Reich. Hitler s'y réfugia le 16 janvier 1945 alors que les forces soviétiques encerclaient Berlin. À mesure que la situation se dégradait, il s'aventurait rarement à l'extérieur, sa dernière apparition publique ayant eu lieu le 20 avril, jour de son 56e anniversaire, pour remettre des croix de fer aux membres des jeunesses hitlériennes. Dans cet espace confiné, Hitler devint de plus en plus paranoïaque, surtout après avoir appris les négociations de capitulation de Heinrich Himmler avec les alliés occidentaux. Le 29 avril, peu après minuit, Hitler épousa sa compagne de longue date, Eva Braun, lors d'une cérémonie civile intime dans la salle des cartes du bunker. Il dicta ensuite son testament à la secrétaire Traudl Junge. Le lendemain, 30 avril, Hitler et Braun mirent fin à leur jour. Conformément à ses instructions, leurs corps furent transportés au jardin de la chancellerie, aspergés d'essence et incinérés. Construit en 2 phases en 1936 et 1944, le complexe de bunkers se composait de 2 sections, le Vorbunker en hauteur et le Führerbunker plus profond. Ce dernier se situait à environ 8,5 mètres sous le jardin et possédait des murs renforcés par 4 mètres de béton et un toit de 3 mètres d'épaisseur. À l'intérieur, une trentaine de petites pièces reliées par des couloirs abritaient les appartements personnels de Hitler, des salles de conférence et un service médical. Malgré ces fortifications, les conditions de vie y étaient pénibles et humides, avec des pompes à eau souterraines fonctionnant en permanence. Un générateur diesel fournissait l'électricité et l'eau d'un puits était pompée pour les besoins essentiels. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à vous abonner pour plus de contenu. Pour découvrir d'autres histoires passionnantes, cliquez sur la vidéo suivante qui apparaîtra à l'écran.